Elle chantait les lumières et les rêves de Downtown, cette chanson qui semblait faite pour transformer n'importe quelle rue grise en avenue scintillante, mais derrière chaque note, derrière chaque sourire éclatant sur les pochettes de vinyle colorés, derrière les applaudissements qui pleuvaient du Royal Albert Hall jusqu'au plateau de la NBC, sa véritable histoire restait soigneusement cachée, juste hors champ, là où les projecteurs n'avaient jamais le droit d'entrer. Petula Clark, la fille dorée du Royaume-Uni, l'enfant qui a grandi sous les bombes pour devenir l'une des plus grandes voix pop du XXe siècle, a traversé 8 décennies sous les regards du monde entier avec une élégance et une discrétion presque surnaturelles. Des commandes royales pendant la guerre jusqu'au sommet des hit-parades américains, des scènes de l'Olympia au théâtre de Broadway, elle a été partout. Et pourtant, derrière l'image impeccable, derrière les tubes intemporels qui font encore chanter des grands-parents à leurs petits-enfants, il y avait une vie privée faite d'amour déchirant, de sacrifices immenses, de silence qu'elle a gardé pendant presque un siècle et d'un geste, un seul, en 1968, qui a changé à jamais l'histoire de la télévision. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark a enfin décidé de parler. Vraiment parler. Pas seulement des projecteurs, mais des ombres. Des anniversaires manqués, des lettres jamais répondues, des « je t'aime » dits trop vite au téléphone, et d'un amour de jeunesse dont elle porte encore le souvenir comme une cicatrice douce amère. Alors éteignez les néons de Downtown pour quelques instants, et laissez-moi vous raconter la vraie vie de Petula Clark. Imaginez Londres, 1942. Les sirènes hurlent, le ciel est strié de projecteurs antiaériens, les bombes sifflent avant d'exploser dans un grondement sourd qui fait trembler les vitres. Dans un studio de la BBC à moitié évacué, une petite fille de 9 ans, robe en coton imprimé et ruban dans les cheveux, se tient debout devant un micro énorme. Les adultes paniquent, les techniciens courent, l'émission risque d'être annulée d'une seconde à l'autre. Et cet enfant lève calmement la main, « Je peux chanter sans orchestre, si vous voulez ». Le silence tombe dans le studio. On rallume le micro. Et là, a cappella, elle interprète « Mictilaka Rose », une berceuse américaine douce et mélancolique. Sa voix, pure, cristalline, transperce le chaos comme un rayon de lumière au milieu d'un ouragan. Cette petite fille s'appelait Petula Sally Olwen Clark. Ce soir-là, elle ne le sait pas encore, mais elle vient de devenir l'espoir d'une nation entière. Petula naît le 15 novembre 1932 à Epsom, dans le Surrey, dans une petite maison mitoyenne typique de la banlieue londonienne. Son père, Leslie Clark, est infirmier à l'hôpital local. Sa mère, Doris, est une femme au foyer galloise, chaleureuse, qui chante elle-même très bien. La maison sent toujours le thé et les gâteaux qui sortent du four. Rien ne laisse présager qu'on élève une future superstar mondiale, jusqu'au jour où la guerre éclate. Septembre 1939, Petula a 7 ans. Les écoles ferment, les enfants sont évacués à la campagne, les rues résonnent des sirènes. Mais chez les Clark, on entend surtout une petite fille qui chante tout le temps, dans l'abri Anderson du jardin pendant les alertes, dans la cuisine en lavant la vaisselle, dans la salle de bain en imitant Vera Lynn, Anne Shelton ou Gracie Fields. Son père, qui a toujours eu l'oreille absolue, comprend immédiatement que cette voix n'est pas ordinaire. Il l'emmène voir des spectacles amateurs, puis, un jour de 1942, il entend à la radio que la BBC recherche des enfants pour distraire les soldats dans les camps militaires. Il prend sa fille par la main, direction Londres. Ce jour-là reste gravé dans la légende. À peine arrivé au studio de la BBC, un raid aérien éclate. Les murs tremblent, les vitres vibrent, tout le monde court aux abris. L'émission est sur le point d'être annulée. Mais la petite Petula, du haut de ses 9 ans, propose tranquillement « Je peux chanter a cappella pour les soldats qui attendent ». Les techniciens, éberlués, rallument le micro. Et elle chante. Seule. Sa voix passe en direct à des milliers de soldats terrés dans les tranchées, les casernes, les hôpitaux de campagne. Les standardistes de la BBC sont submergés. Qui est cet enfant? Rediffusez-la. Les lettres arrivent par sacs entiers. Tu es notre rayon de soleil. Reviens chanter pour nous, petite. Elle reçoit même des demandes en mariage de soldats qui ont 20 ans de plus qu'elle. Les journaux la surnomment la chérie chantante des troupes ou la Shirley Temple britannique. Le surnom reste, mais il ne la définit pas vraiment. De 1942 à 1945, Petula participe à plus de 500 émissions radio, souvent depuis des abris antiaériens humides et froids ou depuis des tentes militaires au milieu de nulle part. Elle chante dans le noir, avec seulement une lampe torche pour lire les paroles, pendant que les obus sifflent au loin. À la fin de la guerre, elle est déjà une héroïne nationale. Mais elle n'a pas eu d'enfance normale. Pendant que les autres petites filles collectionnent des poupées, jouent à la marelle ou vont au thé dansant,
Pétula tourne son premier film à 11 ans, Medal for the General, en 1944. Le rôle ? Une écolière qui redonne goût à la vie à un vieux général déprimé. Ironique, quand on sait qu'elle faisait exactement la même chose pour tout un pays. Dans les 10 années qui suivent, elle enchaîne plus de 25 films britanniques. Elle est la fille adorable dans la série des Huguette Family, aux côtés de Jack Warner, Kathleen Harrison, Suzanne Shaw. Elle partage l'affiche avec Anthony Newley, Trevor Howard, David Niven. À 15 ans, elle est déjà millionnaire en livres d'époque. Mais elle avouera bien plus tard, avec une pointe de tristesse dans la voix, « Je n'ai jamais eu de véritable adolescence. » Les vacances d'été ? Remplacées par des tournées en Afrique du Sud ou en Australie. Les amis ? Principalement des adultes qui travaillaient avec moi. Les anniversaires ? Fêtés dans des trains ou des hôtels impersonnels. J'ai appris très tôt à sourire même quand j'avais envie de pleurer. En 1949, à 17 ans, elle sort son premier 78 tours, puis Your Shoes sont Lucy. Le label qui le sort, Polygon Records, a été créé spécialement pour elle par son père et son associé Alan Freeman. Oui, à 17 ans, Petula Clark est déjà copropriétaire d'une maison de disques. Femme d'affaires avant même d'être majeure. Polygon sera racheté par Pi Records en 1955, mais l'histoire est déjà écrite. Elle n'est pas seulement une voix, elle est une entrepreneuse. Et c'est aussi l'époque où elle découvre un don presque magique. Elle parle couramment français, allemand, italien et bientôt espagnol, presque sans accent. Un talent rarissime qui va littéralement ouvrir le monde entier devant elle. Mais derrière les sourires éclatants pour les photographes, derrière les robes en taffetas et les brushings impeccables, une solitude immense grandit. Elle dira plus tard, dans une interview confidentielle, « J'ai appris très tôt à vivre avec un vide à l'intérieur. J'étais entourée de monde en permanence, et pourtant toujours seule. J'avais l'impression d'être une poupée qu'on habille, qu'on maquille, qu'on place devant un micro, mais qu'on ne regarde jamais vraiment dans les yeux. » Année 1950. Petula est maintenant une jeune femme magnifique, cheveux châtains ondulés, yeux pétillants, sourire qui illumine les salles. Et elle anime avec un pianiste charismatique, Joe Henderson surnommé « Monsieur Piano », une émission radio ultra populaire sur la BBC, Paix et Monsieur Piano. Leur alchimie est électrique, presque palpable. Les duos sont tendres, les regards complices, les rires communicatifs. Le public adore, les journaux à sensation adorent encore plus. Très vite, on parle fiançailles, mariage, contes de fées. Petula et Joe sont follement amoureux. Ils passent des heures ensemble en studio, puis des nuits entières à parler musique, poésie, rêves d'avenir. Ils se promènent main dans Londres, vont écouter du jazz dans les clubs enfumés de Soho, imaginent une vie ensemble. Mais Joe, bien que talentueux, voit sa carrière stagner pendant que celle de Petula explose littéralement. Les offres affluent du monde entier. Paris, Rome, Berlin, Sydney. Elle chante en 4 langues, remplit les salles, signe des contrats faramineux. Lui reste le pianiste de Petula Clark. Un soir, après une énième proposition refusée parce qu'elle partait en tournée, il craque. Il lui avoue, les larmes aux yeux, « Je ne veux pas être connu comme Monsieur Petula Clark toute ma vie. » La rupture est douce, silencieuse, déchirante. Pas de cris, pas de scandale, pas de gros titres. Juste 2 cœurs qui se brisent dans l'intimité d'un petit appartement londonien. En 1961, Joe sort une chanson mélancolique, There's Nothing More to Say. La même année, Petula l'inclut dans son album In Other Words. Un adieu musical. Elle n'a jamais cessé de l'aimer. 70 ans plus tard, en 2021, dans une interview pour la BBC, elle avouera encore, la voix tremblante, « Joe a été mon premier grand amour. Une partie de moi ne l'a jamais vraiment quitté. Quand j'entends certaines mélodies de cette époque, je sens encore son parfum dans le studio. » 1957, Paris, émission Musicorama, à l'Olympia. Petula est l'invité vedette. Dans la foule des journalistes, un homme discret l'observe avec une intensité calme, Claude Wolff, attaché de presse chez Vogue Record France. Il est grand, élégant, réservé, l'opposé total du tourbillon show business. Leur histoire d'amour commence lentement, presque timidement, loin des flashs. Ils se revoient à Londres, à Paris, à Genève. Ils parlent pendant des heures au téléphone. En 1961, ils se marient en toute discrétion à la mairie de Genève. Petula a 29 ans, Claude 34. Ils s'installent dans une grande maison au bord du lac Léman, avec vue sur les Alpes. Pour la première fois de sa vie, Petula a un vrai foyer.
Un endroit où elle peut enlever ses talons, laisser ses cheveux en bataille, et simplement être elle-même. Entre 1962 et 1968 naissent 3 enfants, Barbara, dite Bara, Catherine, dite Kate, et Patrick. Petula décrit la maternité comme « la plus belle et la plus douloureuse expérience de ma vie ». Mais la carrière ne s'arrête pas. Au contraire. Un après-midi de 1964, Tony Hatch arrive chez elle avec une démo piano-voix. Il joue quelques accords. Petula écoute, fronce les sourcils, c'est bien, mais il manque quelque chose, il manque la ville, les lumières, le bruit des klaxons. Tony repart, revient 2 semaines plus tard. Elle enregistre Downtown en une seule prise, presque sans retouche. Le morceau devient numéro 1 aux États-Unis, première artiste britannique féminine à réaliser cet exploit depuis la guerre, et explose partout dans le monde. Petula est désormais une superstar planétaire. Mais elle est aussi une mère qui rate les spectacles de fin d'année, qui fête les anniversaires par téléphone depuis New York ou Tokyo, qui rentre épuisée de tournée pour trouver ses enfants déjà couchés. Elle dira plus tard, la voix brisée, « J'ai été une bonne artiste, mais je me demande parfois si j'ai été une assez bonne mère. Je rentrais à la maison et mes enfants me demandaient, « Tu restes combien de jours cette fois, maman ?» Et je n'avais jamais la bonne réponse. 17 avril 1968, studio NBC, Los Angeles. Petula tourne son émission spéciale en prime time, Petula. Invité star, Harry Belafonte. Ils répètent ensemble On the Path of Glory, une chanson engagée sur la paix et l'unité. Le courant passe immédiatement. Pendant le direct, au milieu du morceau, ému aux larmes, Petula pose doucement sa main sur le bras d'Harry. Un geste spontané, naturel, humain. Scandale immédiat. Le sponsor, Plymouth, division de Chrysler, fait irruption sur le plateau. Un cadre en costume hurle, vous ne pouvez pas laisser une femme blanche toucher un homme noir à la télévision nationale. Ça va choquer le Sud et ruiner nos ventes de voitures. Il exige qu'on retourne la scène ou qu'on coupe au montage. Petula et Claude, son mari et manager, refusent catégoriquement. Soit vous diffusez tel quel, soit vous ne diffusez pas du tout. Le cadre devient rouge de colère. Chrysler cède à la dernière minute. L'émission passe sans retouche. Ce simple geste, une main posée sur un bras pendant 3 secondes, devient le premier contact interracial volontaire à la télévision américaine en prime time. Les réactions sont violentes. Des stations du Sud refusent de rediffuser l'émission. Des lettres d'insultes arrivent par centaines. Petula est discrètement blacklistée de certains networks pendant des années. Mais dans les milieux des droits civiques, on la remercie en silence. Harry Belafonte, ému, lui écrira une lettre magnifique. Ce que tu as fait ce soir-là valait plus que 1000 discours. Petula, elle, ne dira presque rien en public. Pas de conférence de presse, pas de polémique. Elle n'a jamais voulu être une icône politique. Mais en privé, cet épisode la transforme profondément. Elle comprend que même un geste d'amitié peut devenir une arme politique en 1968. À partir de là, elle choisit l'exil doré. Elle tourne le dos à la frénésie londonienne et s'installe définitivement en Suisse avec Claude et les enfants. Elle devient une star absolue en France. Cœur blessé, Yaya Twist, Chariot, qui deviendra I Will Follow Him aux États-Unis et numéro 1 mondial, La Gadoue, c'est ma chanson. Elle remplit l'Olympia 6 semaines d'affilée, côtoie Aznavour, Gainsbourg, Johnny Hallyday. Le public français l'adore parce qu'elle ne joue pas à la star, elle refuse presque toutes les interviews, arrive aux répétitions en jean et pull, parle un français impeccable teinté d'un léger accent charmant. Depuis sa maison au bord du lac Léman, elle travaille quand elle veut, élève ses enfants, disparaît des week-ends entiers dans son chalet alpin où aucun paparazzi n'a jamais mis les pieds. Elle enregistre en italien, Ciao ciao, en allemand, Allo Petula, en espagnol, Quédate junto a mí. Elle remplit le Friedrichstadtpalast de Berlin-Est en pleine guerre froide, le Teatro Sistina de Rome, le Palais des Congrès de Paris. Et toujours cette même élégance discrète, cette même volonté farouche de protéger sa vie privée. Les années 1970 et 1980, elle les passe surtout au théâtre. Maria dans The Sound of Music, à Londres, Norma Desmond dans Sunset Boulevard, à Broadway et au West End, Mrs. Johnstone dans Blood Brothers, pendant plus de 1000 représentations. Sur scène, elle peut enfin être quelqu'un d'autre que Petula Clark, la star pop. Et le public la suit, fidèle, ému de la voir toujours aussi lumineuse, toujours aussi juste. Elle manque encore des spectacles d'école, encore des genoux écorchés, encore des anniversaires. J'ai fait de mon mieux, dira-t-elle un jour, la voix tremblante,
Mais mon mieux, c'était souvent de loin. Je rentrais à la maison avec des cadeaux énormes pour me faire pardonner. Et mes enfants me disaient simplement, « Tu nous as manqué, maman ». Le mariage avec Claude dure plus de 50 ans, mais l'amour romantique s'étiole doucement, presque imperceptiblement. Ils restent ensemble par habitude, par respect, par tendresse. En 2013, elle révèle discrètement qu'ils ne vivent plus vraiment ensemble. Claude s'éteint en mars 2024, quelques mois avant les 92 ans de Petula. Elle pleurera en silence, comme toujours. Aujourd'hui, elle vit dans un appartement lumineux de Chelsea, à Londres, tout en gardant sa maison de Genève et son chalet suisse. Elle n'a plus rien à prouver. Plus de 1000 chansons enregistrées, des centaines de concerts, des dizaines de comédies musicales, une carrière qui a traversé les continents et les langues sans jamais un scandale, sauf ce geste de 1968 qui reste l'un des moments dont elle est le plus fière. Elle parle enfin. Des regrets, oui. Du temps qu'elle n'a pas eu avec ses enfants. De l'amour inachevé avec Joe. De la culpabilité qui ne s'efface jamais complètement. Mais jamais d'amertume. Il y a une sérénité douce, presque lumineuse dans sa voix quand elle dit « La vie m'a offert un don immense, et elle m'en a repris une partie. C'est ainsi. J'ai eu une vie extraordinaire. Et si c'était à refaire, je referais probablement les mêmes erreurs. » Le monde se souvient encore de la voix souriante de The Downtown. Mais elle se connaît enfin sous un jour plus complet, plus humain, plus vrai. Et c'est peut-être là, finalement, sa plus belle performance. Alors, quel est votre souvenir le plus précieux d'une chanson ou d'une performance de Petula Clark? Laissez-le en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement et la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir été là jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire qui va bien au-delà des gros titres. Prenez soin de vous.